Bonjour. Alors, merci à tous d'être là. Donc, c'est notre dernier jour de matinée digitale. Donc, je suis très, très heureuse d'accueillir Marc Remenant. J'espère que j'ai bien prononcé. Donc, Marc est Van Remenant. Le R, c'est mieux? Il y a le petit roulé? Ouais, bon, super. Donc, qui est vraiment notre, on va dire, gourou de l'UX. Une UX avec quelque chose qui est vraiment très, très puissant. C'est tout ce qu'apportent les neurosciences aujourd'hui pour aller au-delà du verbal, de ce qu'on détecte. Et donc, Marc va nous présenter, va nous faire cette conférence. Après, donc on a même format, juste dehors, donc des ateliers. Donc vous pourrez tout savoir sur l'analytics, les A/B tests. Vous pourrez aussi découvrir comment on met les clients au cœur des projets. Vous pourrez découvrir comment... donc on a aussi une présentation de l'espace personnel, comment est-ce qu'il est, il est construit, un certain nombre d'éléments clés autour de l'UX. Voilà, je te laisse la parole. D'abord, merci de tous être là. La pression monte. Donc, en complément de ce que Astrid vient de dire juste après, vous aurez la possibilité de pouvoir voir du matériel électroencéphalogramme et matériel d'eye tracking juste ici à l'extérieur. Si vous voulez un petit peu voir comment ça fonctionne, vous allez voir, c'est super intéressant de voir la grammaire de vos propres cerveaux occupés à fonctionner. Donc maintenant, on a 1 heure devant nous. Donc ça fait 30 ans que ce domaine me passionne. Donc c'est clair qu'en 1 heure, ça va être compliqué. Donc ce que je vais surtout essayer de faire, c'est de vous donner l'envie d'aller plus loin. Essayez aussi de vous rendre compte par vous-même, avec votre propre cerveau, de biais qu'on peut avoir. On fera quelques petits tests pour que vous puissiez vous rendre compte par vous-même des éléments. Alors, allons-y. Donc, quand on parle d'expérience utilisateur ou d'expérience client aujourd'hui, on en parle partout. Partout. Tout le monde dit expérience client, expérience utilisateur, etc. Mais quand je demande aux gens c'est quoi une expérience et c'est quoi une expérience client, là ça devient plus compliqué parce que j'ai autant de définitions que de personnes. Et quand vous cherchez sur Internet, vous allez avoir plein de définitions différentes. Donc, c'est les différents points par lesquels une personne passe sur un parcours. C'est l'ensemble des émotions que la personne vit, etc. Et bien sûr que toutes ces définitions ont un certain nombre de paramètres qui sont exacts, mais on ne sait toujours pas réellement ce qu'est une expérience. Ce que je vais essayer de vous faire découvrir aujourd'hui, c'est la réalité, en tout cas biologique. C'est pas quelque chose, c'est pas parce que c'est moi que je dis que c'est la réalité, c'est juste que c'est biologiquement, on est construit comme ça, et donc on peut définir une expérience à partir de cette biologie. Et cette biologie date depuis des millions d'années. Votre système cérébral est le même qu'il y a 44 000 ans. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Alors vous allez me dire, bah non, parce qu'on a évolué, tout ça, on va en parler. Je vais aussi vous montrer un cas concret avec Voyage SNCF où vous allez pouvoir voir l'application de technologie de ce type-là. Donc voilà, un petit peu vers quoi on va aller ensemble pendant 1 heure. Alors, pour démarrer, le travail en fait que vos équipes digitales font et qu'on a la chance de pouvoir accompagner arrive à des résultats aujourd'hui où vous voyez par exemple le taux de satisfaction des personnes en déclaratif évidemment. On va aller voir justement derrière ce qu'il y a d'intéressant, vous allez voir derrière ce que les personnes pensent vraiment. Donc on est à 87% de satisfaction sur le site et on est à 90% sur l'espace client. Ce sont des chiffres qui sont énormes. Je peux vous dire que la moyenne n'est pas du tout dans ces normes-là. Donc pourquoi est-ce qu'on arrive à générer des chiffres comme ça? Parce que toutes les sociétés, vous prenez tous les assureurs, tous les mutualistes, toutes les banques, ont toutes des accès à de la formation. Elles ont toutes des équipes digitales. Elles ont toutes aujourd'hui des formations qui peuvent être faites sur plein de choses, hein, sur des tests utilisateurs, sur c'est quoi l'expérience client. Donc il y a moyen de trouver aujourd'hui online des bouquins. Donc c'est pas là que se fait cette différence. Il y a autre chose qui se produit qui permet d'avoir des chiffres comme cela. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe derrière? Et pourquoi est-ce que ce n'est pas appliqué dans la majorité du marché? Ce sont des questions réelles. Pourquoi est-ce que certaines boîtes arrivent à avoir des résultats qui sont très intéressants et d'autres où les résultats vont être beaucoup moins intéressants?
Alors on pourrait se dire dans l'évidence que c'était l'information, et vous allez voir que ce n'est pas du tout le cas. Il y a autre chose qui joue en fait derrière cela. La raison principale de ça, c'est un concept en fait qui date des années 60, donc dans les années, enfin c'est même un petit peu avant, dans les années 50. Donc il y a en fait un mathématicien et un économiste, Morgenstern, qui en fait ont développé une théorie sur l'être humain et ses décisions. Puisqu'il fallait expliquer comment quelqu'un décidait, eh bien, on a décidé d'expliquer un être humain est rationnel, un être humain est capable de faire des choix entre deux produits de manière rationnelle, etc. Et cet Homo economicus, dont on va voir justement les différentes caractéristiques, est encore aujourd'hui majoritairement dans l'état d'esprit des personnes qui travaillent sur l'expérience client. C'est-à-dire, je peux me mettre à la place du client, ce sont des réflexes qu'on entend souvent. Les clients vont penser ça. Ah oui, mais c'est important, moi, il faut que j'écrive tout mon texte parce que c'est important que j'explique bien au client l'ensemble de mes éléments. Mais est-ce que le client le lit ? Est-ce qu'il le fait vraiment ? Est-ce que quand vous êtes en dehors de votre métier et que vous utilisez des sites d'autres compagnies, est-ce que vous lisez tout, etc. Non. Alors, en fait, cette caractéristique d'Homo economicus, malgré le fait qu'on sait que ça n'existe pas, eh bien, continue à être enseigné au niveau marketing, continue à être enseigné au niveau expérience client, et ça continue à être partout dans les organisations. Donc on va voir le vrai shift, c'est de penser différemment. Alors Homo economicus, il a un certain nombre de caractéristiques. Par exemple, il sait ce qu'il veut, mais il sait exprimer ses besoins. C'est d'ailleurs pour ça qu'on continue à demander aux gens, qu'est-ce que vous pensez d'eux ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ? Écoutez, on hésite, nous on ne sait pas très bien, on a 3 produits, lequel est-ce que vous préférez ? Alors pour la petite anecdote ils savent ce qu'ils veulent et ils savent exprimer, je vais vous donner un exemple après avec Coca-Cola, vous allez voir que c'est assez intéressant. Donc il sait pourquoi il fait les choses. Donc forcément, vous aussi, quand vous faites quelque chose, vous savez toujours expliquer pourquoi vous le faites. Donc je sais pas, il y a une balle qui traverse sur la route, vous voyez un enfant qui va courir, vous le stoppez rapidement, évidemment que vous savez expliquer dans l'instant pourquoi vous êtes occupé à faire les choses. Il est rationnel. Donc ça veut dire que c'est son rationnel qui va prendre le dessus et qui va décider. Alors l'avantage du rationnel, c'est que c'est rassurant de se dire que le client de l'autre côté est rationnel, parce que s'il ne l'était pas, ce serait plus compliqué à analyser. Donc il est consciemment intéressé. Donc à chaque fois que vous faites quelque chose ou que vous êtes, je sais pas moi, vous êtes dans un magasin et vous achetez un produit, c'est parce que vous êtes consciemment intéressé par les choses. Forcément, vous voyez tout ce qu'on vous montre. C'est pour ça qu'on continue à avoir souvent des homepages avec plein d'informations dedans. Parce que forcément, comme vous voyez tout, et que vous êtes rationnel, donc vous allez faire le tri entre les différentes informations que vous aurez bien sûr lues avant. Donc, et il a une excellente mémoire, et je peux continuer la liste comme ça avec plus de 200 caractéristiques, sauf qu'il n'y a pas une seule de ces phrases qui est exacte. Pas une. Alors, on peut être parfois rationnel, on peut parfois savoir pourquoi on fait les choses. Mais pourtant, la majorité des gens, quand je donne des conférences, me disent « Ah oui, mais non, vous avez raison, ah, oui. Vous avez raison, ils ne sont pas rationnels, etc. » Mais alors, pourquoi est-ce que le marché continue à utiliser des techniques classiques ? On va demander aux gens ce qu'ils pensent. Parce que forcément, puisqu'il est rationnel et qu'il est capable d'expliquer pourquoi il fait les choses, donc il suffit qu'il me le dise et j'ai la réponse à ma question. Sauf que, je vous donne un exemple, Coca-Cola, en 1985, décide de changer la formule du Coca, et donc de supprimer du marché l'ancien. Mais avant de faire ça, vous imaginez bien une boîte comme ça et les moyens qu'ils ont. Donc ils vont faire un test sur 200 000 personnes. Sur les 200 000 personnes, il y a plus de 70% des gens qui disent « Extraordinaire votre nouveau Coca, génial, et bien sûr qu'on va l'acheter ». Fort de ça, Coca sort son nouveau Coca-Cola, enlève l'ancien. 3 semaines. 3 semaines. Ils ont eu toutes les pop stars qui ont fait des grèves, ils ont eu un centre d'appel, un premier centre d'appel dans lequel ils étaient inondés de gens qui les appelaient en disant « Mais enfin, pourquoi est-ce que vous avez changé ?» Alors la direction de Coca s'est dit « Mais comment est-ce possible d'avoir 200 000 personnes qui nous disent blanc et qui font noir ? Comment est-ce possible ?» Eh bien tout simplement parce qu'on n'est pas des Homo economicus. Et que demander aux gens ce qu'ils pensent, c'est vraiment pas du tout la bonne manière de pratiquer. Quand vous demandez des formulaires, des enquêtes, des choses comme ça, là je vais encore recevoir une d'ING, signer l'équipe expérience client, je me dis mais comment est-ce qu'ils continuent à envoyer des demandes comme celle-là ? Parce qu'on peut se tromper mais complètement avec des données comme celle-là. Par contre, l'avantage c'est qu'on peut dire ah oui mais j'avais des données.
Alors, l'idée de l'expérience client, je vous montrais tout à l'heure un slide qui va résumer l'ensemble, mais on arrive à un stade aujourd'hui où l'expérience client est fondamentale. C'est plus quelque chose dans lequel on peut ne pas aller. Alors, tout le monde y va, mais si tout le monde y va de la mauvaise manière, ce n'est pas non plus le bon manière. Alors, on n'est pas, je ne suis pas du tout un gourou, j'ai juste 30 ans d'erreurs derrière moi et j'ai appris énormément de choses à force de faire des erreurs. C'est ça que je vais essayer de vous partager aujourd'hui. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on ne ressemble pas à ça. Alors, la vraie raison des chiffres que je vous montrais tout à l'heure, c'est à l'intérieur de ces 3 lettres d'un acronyme qui s'appelle ERA. Alors, normalement, un cerveau est constitué par un système émotionnel. Alors, on en parlera tout à l'heure de l'émotion aussi, parce qu'il y a énormément de confusion entre émotion et sentiment. Je vais vous en parler après. Donc, qui est au carré. Alors, ce n'est pas une vraie équation, mais c'est juste pour vous donner les poids. Donc, le système émotionnel est bien plus important que le système rationnel. Et le système émotionnel encapsule le système de la raison. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas séparé. Il n'y a pas la raison d'un côté et l'émotion de l'autre. C'est le système émotionnel qui contrôle. Vous allez me dire, bah non, mais vous allez voir, vous allez faire des petits exercices, vous allez mieux comprendre. Et finalement, une fois que j'ai l'émotion et que j'ai la raison minimale qui est activée, l'action va se produire tout seul. Et c'est ça qu'on essaye de faire. Quand on sort un nouveau produit, quand on fait des choses comme celle-là, l'idée, c'est, le rêve, c'est la personne fait, la personne achète. Alors, normalement, ça fonctionne dans ce sens-là, donc émotion, raison, action, et la majorité des gens sur le marché fonctionnent dans l'équation inverse. C'est-à-dire, ils se disent, moi, je voudrais que les gens voient ça, donc je vais leur donner des arguments rationnels, je vais leur écrire des textes, je vais leur mettre des images, etc. Et puis l'émotionnel, en gros, je fais un petit peu caricatural, on va demander à une agence de faire de la peinture et de faire du design émotionnel, et, parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est, et voilà, et on est bon. Sauf que quand vous fonctionnez à l'envers, ça fait « we are » en anglais. Alors je sais qu'on est en France et je tiens aussi à la langue française, mais c'est intéressant au niveau acronyme parce que « we are » en anglais, c'est « nous sommes ». Alors retenez-le peut-être comme ça, mais c'est très différent de dire « moi je sais » ou « je vais partir du client et je vais en fait vraiment faire son parcours ». C'est-à-dire l'idée, c'est que je vais d'abord m'intéresser à son système émotionnel. Mais c'est quoi un système émotionnel? C'est ce qu'on va essayer de voir tout de suite. Okay. Alors, ce fameux système émotionnel, il est très très ancien. Donc, tous les mammifères en sont équipés, et c'est ce qui a permis d'ailleurs aux mammifères de survivre, et à notre espèce, entre autres, de survivre. Donc, il est extrêmement rapide. Donc, quand vous pensez en secondes, donc votre conscience est en secondes, vous vous dites chaque chose que vous faites en une journée, quand vous écoutez ici, que vous avez une petite pensée interne qui dit « ah, c'est intéressant, non, ça je connaissais, etc. » Tout ça, c'est de la raison et c'est lent. C'est très, très lent comparé au système qui est derrière et que vous ne voyez pas et que vous ne pouvez pas contrôler, qui est le système émotionnel. Il fonctionne en millisecondes. Donc, 1000 activités pour une seule seconde de votre conscience. Je ne sais pas si vous imaginez la vitesse. On va la voir tout à l'heure appliquée avec un électroencéphalogramme. Il est intuitif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il n'a pas besoin d'avoir toutes les informations de manière détaillée pour prendre une décision. Du moment que je reconnais à peu près un pattern et que je sais que ça a été profitable dans le passé, je vais le refaire. Alors, d'où ça vient, ça? Écoutez, c'est très simple. Donc, il y a 300 000 ans, imaginez-vous, une fraction de seconde était la différence entre vivre et mourir. Donc, il fallait absolument que la biologie, pour pouvoir faire que notre espèce survive, fasse que si jamais il y a un gros chat qui arrive dans votre champ de vision périphérique, l'idée n'est pas que vous commencez à utiliser votre système rationnel pour savoir que c'est un félidé mâle et que comme il est 12 heures, probablement qu'il n'a pas mangé et que vu la vitesse à laquelle il arrive, dans 30 secondes, il est sur vous. Non, l'idée c'est courir et puis peut-être penser après. D'accord? Donc ce système émotionnel a été mis en place par la nature pour être en contrôle. C'est lui, en fait, qui va d'abord décider. Et comme il est extrêmement rapide, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que vous allez courir. Vous allez partir, ou vous allez avoir une réaction physique. Alors, quand ce sont des émotions très fortes, on verra tout à l'heure aussi ce que c'est. Donc, c'est là où le siège se trouve de l'émotion. Alors, émotion, à ne pas confondre avec sentiment. On ne peut pas définir une émotion. Ce que vous pouvez ressentir, c'est un sentiment. Même de la colère, c'est un sentiment. Il y a beaucoup de littérature ancienne qui explique que la colère est une émotion, etc. Une émotion, c'est quoi? Ça vient de la racine latine « motio », qui veut dire « mettre en mouvement ». Movere, mettre en mouvement, qui partage émotion et motivation, ont la même racine latine.
movere, mettre en mouvement. Donc, sans système émotionnel, vous ne pouvez plus rien faire. D'ailleurs, il y a des cas cliniques de gens qui ont perdu une partie de leur système émotionnel et qui sont des légumes jusqu'à ce que vous leur demandez de faire quelque chose. Et puis d'un seul coup, ils font toutes les choses et puis une fois qu'ils ont fini de faire les choses, ils s'arrêtent. Donc le système émotionnel est quelque chose qui vous permet d'être en mouvement. Le fait que vous soyez ici aujourd'hui, c'est parce que vous avez décidé d'être là. Vous avez été mis en mouvement. D'accord ? Et c'est là que se trouve le siège de tous les modes automatiques. C'est-à-dire, tout ce que vous faites d'une manière régulière est géré par le système émotionnel. Qu'est-ce qu'un expert dans un domaine ? C'est juste quelqu'un qui sait reconnaître des patterns plus vite que quelqu'un d'autre et qui est capable d'appliquer des solutions par rapport à ces patterns. Mais c'est automatique. Demandez à n'importe quel expert dans son domaine, prenons quelqu'un qui est, je sais pas moi, champion d'échecs et vous lui montrez un plateau d'échecs, d'office, son cerveau va avoir plein de connexions qui vont s'effectuer. Toutes ces connexions sont dans le système émotionnel. Donc, en fait, en gros, en une journée, c'est votre système émotionnel qui est en fonction majoritairement, pas du tout le système rationnel. Ça change complètement la donne. Parce que là où on croit que les gens vont lire des textes, etc., ça ne marchera pas. Là où on croit que les gens vont cliquer sur un bouton parce qu'on a mis un gros bouton, ça ne marchera pas. Sauf si on fonctionne dans le bon sens, c'est-à-dire ERA. Alors on va voir tout ça tout de suite. Alors pour essayer de vous faire ressentir, parce que l'idée c'est qu'on est quand même dans une salle ici, donc je vais essayer de vous faire ressentir ce qu'il y a une émotion à travers une petite vidéo qui dure quelques secondes et puis après on en parle. D'accord ? Allons-y. Ah, c'est vraiment une grosse bébête. Et c'est en Afrique du Sud. Vous voyez la longueur ? Ok. Alors j'ai vu certaines personnes faire ce petit mouvement-là. On est bien d'accord que nous sommes ici dans une magnifique salle au-dessus d'une tour où la probabilité d'avoir un serpent est pratiquement nulle. D'accord ? L'autre fait, c'est même pas que c'est une probabilité, il n'y en a pas. D'accord ? Et vous êtes assis dans une salle complètement aseptisée, il n'y a pas de jungle, il n'y a pas de sable, il n'y a pas tout ça. Ce que vous avez senti là, c'est la réaction de votre système émotionnel. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pensez que vous n'êtes pas les mêmes que nos ancêtres d'il y a 44 000 ans, on va en reparler tout à l'heure. Mais en fait, notre cerveau a arrêté biologiquement d'évoluer. Alors il évolue évidemment, mais très très lentement. Mais on estime que les fonctions cérébrales ont été complètement développées il y a 44 000 ans. Ce que vous venez de sentir là, c'est un cerveau qui est bien actuel, qui vit, qui est dans votre tête et qui a réagi à un stimuli qui n'existe pas. Mais lui, il croit que ça existe. Parce qu'il ne sait pas que c'est un écran, parce qu'il ne sait pas que vous êtes dans une salle. Et donc, c'est juste pour vous montrer qu'il est là. Alors là, vous avez l'impression que ça a été très rapide au moment où vous avez le petit mouvement. C'est très, très lent. C'est très, très lent, votre réaction. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé ? Avant de pouvoir relâcher de l'adrénaline dans votre flux sanguin, il faut qu'il y ait un ordre de relâchement d'adrénaline. Donc, il y a une zone dans le cerveau, enfin, ce n'est pas les amygdales au-dessus du pharynx, il y a des zones en fait, qu'on appelle les amygdales dans le cerveau et qui ont pour but de relâcher en fait, de l'adrénaline en cas de danger. Mais pour qu'il y ait un relâchement d'adrénaline, il faut d'abord qu'il y ait une analyse d'un danger. Or, il faut savoir que quand vous regardez, là vous êtes occupé à regarder par exemple l'écran que vous voyez là, vous voyez les informations qu'il y a là, en fait elles arrivent derrière dans votre lobe occipital, d'accord, qui est le centre de la vision. Dans ce lobe occipital, avant d'arriver, les informations passent par une gare de triage qu'on appelle le thalamus. Et le thalamus, ce qu'il fait, c'est que lui, il n'a absolument aucune idée du temps, du siècle dans lequel on est, et son seul truc, c'est la survie. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Dès qu'il y a un danger, dès qu'il y a un prédateur, eh bien, en fait, il va informer le système émotionnel, et le système émotionnel va relâcher à ce moment-là l'adrénaline dans le sang, et vous allez avoir ce sursaut. Donc, tout ça est très, très lent, en fait. Le nombre de séquences est extrêmement précise, et en fait, vous voyez la vitesse à laquelle ça s'est passé. D'accord ? Et de nouveau, il n'y a pas de serpent. Okay ? Donc, là, vous l'avez un petit peu ressenti, vous me comprenez mieux ce que c'est. Une émotion, elle est tout le temps là. Ça, c'est une émotion forte que vous avez eue, mais les émotions, quand elles ne sont pas fortes, en fait, elles ne se signalent pas au système de la raison. Il n'y a pas de raison qu'elles se signalent. Mais par contre, elles sont tout le temps là. Donc, un adhérent qui vient pour chercher ses remboursements, ce qui vient, c'est chercher une proie et éviter des prédateurs. Alors, tout ce qui est prédateur et qui se trouve sur son chemin,
on essaye de lui mettre un message, on essaye de lui faire quelque chose, etc., on peut toujours imaginer dans We Are, action, je veux que la personne voit, donc je vais lui donner des informations, et si c'est émotionnel, en gros, je vais le mettre là. Sauf que ça ne marche pas dans ce sens-là, ça marche dans l'autre sens. Je veux trouver ma proie, je viens, j'ai un prédateur, je le dégage, et je vais directement là où je veux aller. Ça, c'est la réalité d'une expérience client. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas passer, par exemple, des messages. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas essayer de faire découvrir quelque chose à quelqu'un, parce qu'autrement, s'il vient tout le temps pour faire tout le temps le même trajet, c'est sûr qu'à un moment donné, on ne peut rien lui apprendre. Mais la manière d'y arriver, c'est beaucoup plus subtil que de se dire « Oui, mais non, une expérience client, un client, je sais ce que c'est. Une expérience, bah oui, en fait, en gros, c'est un parcours, je donne des étapes, et puis c'est sur des slides, ça. Donc, je dis, voilà, il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça, et puis, in fine, il ne fait pas ça. » Et donc, la seule chose que je peux vous dire, c'est que moi et mon équipe, ça fait 20 ans qu'on bosse là-dedans, on se trompe tous les jours. Parce que je ne suis pas plus malin que vous, et que j'ai un cerveau comme vous, et que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un système émotionnel dans l'instant. C'est pour ça, en fait, qu'on a des techniques que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, en deuxième, il y a la raison. Elle est lente, beaucoup plus lente. Alors, vous n'avez pas l'impression, parce que c'est l'univers conscient. C'est lent, mais c'est lent par rapport au système émotionnel. C'est réfléchi, donc ça veut dire que là, par contre, il y a du calcul, il y a de l'analyse de détails, etc. C'est calculateur. Alors, un exemple de ça, tous les jours, vous rentrez chez vous, alors essayez de visualiser la porte, votre porte, soit de maison ou d'appartement. D'accord ? Vous voyez la porte devant vous, donc je ne sais pas comment vous l'ouvrez avec une clé, mais voyez-vous rentrer en fait dans l'appartement. Ok ? Je ne sais pas, vous déposez vos clés ou je ne sais pas quoi, et vous allumez une lumière mécaniquement, parce que voilà, il faut voir que vous êtes dans la pièce, et tous les jours, vous faites ça. Tous les jours, vous ne vous dites pas, ah bah alors là, donc je rentre, je mets la clé dans le petit trou, je tourne, la porte s'ouvre, je rentre, je referme la porte, j'appuie sur l'interrupteur et oh, ça s'allume. Vous ne faites pas ça. Vous, en fait, vous faites. Vous ne réfléchissez pas, vous faites. C'est comme quand vous partez d'ici pour revenir chez vous, vous savez la ligne, vous savez la station de métro dans laquelle vous devez aller, vous ne réfléchissez plus, vous agissez. Quand vous êtes en voiture et que vous conduisez, vous ne pensez pas à chaque moment à passer... Oui, ça c'est quand on apprend. Mais après, une fois qu'on a appris, c'est-à-dire une fois que la raison a fonctionné, l'émotionnel prend le relais. Quand vous roulez en voiture, c'est le système émotionnel qui pilote. Ce n'est pas vous. Jusqu'au moment où il va détecter un danger, et qu'est-ce qu'il va faire ? Ou avec la lampe, vous rentrez chez vous, donc 1000 fois ça s'allume, et puis la 1001e fois, vous appuyez, et là ça ne s'allume pas. Là, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que le système émotionnel n'arrive pas à trouver une solution. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va dire au système de la raison, trouve-moi un peu une solution, parce que d'habitude, ça s'allume, mais là, j'ai rien. Et là, vous allez avoir une petite pensée qui va arriver dans votre tête, vous allez vous dire, ah, ça ne s'allume pas. Mais 1000 fois, vous n'avez pas eu la pensée, ah tiens, ça s'allume. Vous voyez ? Et donc, à ce moment-là, il va réfléchir, il va trouver une solution, etc. Et c'est clair que notre capacité de raisonnement de l'être humain est très importante, mais elle est sous-jacente au système émotionnel. Même un ingénieur hyper rationnel fonctionne avec son système émotionnel. Pourquoi ? Ce n'est pas de l'émotion dans le sens sentiment, ce n'est pas « oh, j'adore mes équations », c'est juste « ah, c'est des patterns que je connais, je les ai appris, je les applique ». Et je ne réfléchis plus à ces patterns, je sais comment ça marche. Okay ? Alors après, il y a l'action qui est la réponse, le jugement, la décision. Alors, imaginez... Je sais pas, vous avez une passion dans votre vie, je sais pas, la pêche, je sais pas, n'importe quoi, le digital, la photo, n'importe. Si je commence à vous dire, je voudrais que vous achetiez un nouvel appareil photo, je vous explique que ce nouvel appareil photo est absolument extraordinaire, je donne toutes les caractéristiques, et puis l'émotionnel, en gros, je demande à quelqu'un de faire une jolie affiche. Vous croyez que ça marche encore, ça ? Ça marche plus. Ce qui va fonctionner, c'est si j'active votre système émotionnel. C'est-à-dire que je vous parle de photos. Je vais prendre le temps de vous parler de choses comme celle-là. La raison, je vais essayer de l'utiliser un minimum et l'action va se faire automatiquement. Vous voulez un exemple concret ? Allez chez Nature et Découverte. Ils ont un mécanisme de vente, donc de l'accompagnement de clients, dans lequel leur but n'est pas que les gens... Enfin, ce n'est pas à eux de vendre. Leur objectif, c'est que les gens achètent. C'est très, très différent. Vendre, je vais être dans We Are. Faire acheter, je vais être dans ERA. Et donc, vous allez voir en fait comment ils vous accompagnent. Ils ne vont jamais vous parler de produits, jamais. Ils vont vous dire, ah mais tiens, ils vont passer à côté de vous pendant que vous êtes occupé à regarder une longue vue, ils peuvent vous dire, ah dans 2 jours, là, il y a une pleine lune, hein, ça va être magnifique. Hein. Et puis il part. Et puis vous êtes là et vous dites, est-ce que vous pouvez m'expliquer ? Donc alors à ce moment-là, on va dire, mais c'est pour vous ou pour quelqu'un d'autre ou, ah non, c'est pour les petits-enfants. Ah, ils ont quel âge et c'est quoi la passion ? Ils sont dans le système émotionnel.
On va aller prendre dans les habitudes des gens pour comprendre comment ça fonctionne. Un adhérent, c'est quoi? C'est quoi ses habitudes? C'est quoi sa vraie vie? Comment ça fonctionne? Alors, on peut avoir des suppositions, on peut avoir plein d'études qui sont là pour ça. Mais vous allez voir que c'est beaucoup plus complexe que de simplement de se dire ils sont adhérents, donc forcément, si je leur envoie un mail, ils vont le lire. Ça ne marche pas comme ça. Et donc, en résumé de cette première partie, 80% du processus de décision est basé sur des informations du système limbique. 80%. Hein. Donc, système limbique égale système émotionnel. Et 95% des activités cérébrales sont non conscientes. Ça ne veut pas dire inconscient. Ce n'est pas l'inconscient de Freud, c'est non conscient. Alors vous allez me dire, mais non, enfin, moi, je contrôle toutes mes pensées pendant la journée. Ah oui, alors les 1000 pensées peut-être dont vous êtes conscient, mais vous avez 70 000 pensées par jour. 70 000, hein. Donc vous imaginez être conscient de 70 000 pensées? Jamais de la vie, hein, jamais. Alors c'est une réalité qui est très perturbante au début, parce qu'on se dit, mais attends, c'est pas possible, D'accord, c'est pas fini, hein. Je vais encore vous soumettre à plein d'autres trucs. Mais, et vous allez faire des exercices. Vous allez voir, en fait, on va se rendre compte que quand on demande quelque chose à quelqu'un, quand Coca demande à 200 000 personnes, on interroge 5% des activités cérébrales de quelqu'un. Mais alors les 95%, comment on fait pour le reste? Alors c'est impossible, hein, je peux vous dire les 95% aujourd'hui. Juste pour vous expliquer donc, la complexité du cerveau, donc, il y a un projet qui s'appelle le Human Brain Project qui est fait en fait par la Commission européenne. Ils ont mis $1 milliard sur la table pour analyser le cerveau. Il y a 8 universités qui sont occupées à travailler en parallèle. Et donc, ils ont plus de 100 000 superordinateurs. Donc, un superordinateur sont des machines qui ont minimum 10 000 processeurs. Alors, ce n'est pas les processeurs qu'on a dans les plus performantes de nos machines. Hein. C'est des trucs de fous et dont il n'y a aucun écran, il n'y a pas d'OS, il n'y a rien, ils font que des calculs. Eh bien, il faut 10 000 de ces machines pour simuler 1 cm3 de votre cerveau. Alors, je peux vous dire qu'avant qu'on arrive à avoir tout, il va encore falloir un peu de temps. Par contre, ce qu'il y a de génial, c'est qu'on a une grammaire fonctionnelle dans le cerveau qu'on connaît assez bien et qu'on peut analyser. Par exemple, quand vous aimez bien quelque chose, ce n'est pas la même zone que quand vous n'aimez pas quelque chose. Nous, on a l'impression que, consciemment, rationnellement, j'aime bien, j'aime pas. Non, c'est pas comme ça. C'est j'aime bien et j'aime pas. Et en fait, vous allez avoir une espèce de combat entre les deux zones, et c'est darwinien en fait, hein, c'est un mécanisme darwinien. Donc ce qui arrive à votre conscience, c'est ce que le cerveau a décidé qui arriverait. On arrive aujourd'hui à prédire plus de 4 secondes à l'avance quelqu'un qui va cliquer sur un composant. 4 secondes, hein, avant qu'il ne dise « ça m'intéresse ». On a des tests dans lesquels des gens nous disent dans la vie, parce qu'on discute un petit peu avec eux, « non, moi je suis super positif ». Et pendant qu'on voit les activités cérébrales, on voit que des émotions négatives. Et pourtant, le type est personne, mais il est sûr d'être positif dans la vie. Donc, c'est juste pour vous montrer qu'il y a une autre réalité qui ne remplace pas l'ancienne. Le marketing, attention, mon message n'est pas du tout de dire que les éléments anciens de marketing, etc., sont plus d'actualité. C'est qu'il faut les upgrader. Et si on ne les upgrade pas avec ce qu'on a là, eh bien, on arrive à des cas, donc là, on a une très grosse société, parce qu'on travaille pour 5 boîtes du CAC 40, dont une là, sur laquelle on est occupé à faire un projet. Et en fait, ils ont investi 2 millions d'euros dans une plateforme, avec des équipes UX, hein, donc avec toutes des analyses, etc. Quoi. Ce site fait 700 visites par mois. Quoi. 2 millions d'euros. Hein. Et quand vous voyez la réalité, donc les données, etc., quand on est dans le projet et qu'on n'a pas ça en tête, on se dit, oui, non, c'est ça. Et ils ont backupé ça. Là, on est occupé à travailler sur la nouvelle application de la RATP. 20 sessions de tests utilisateurs classiques dans lesquelles ils demandent aux gens est-ce que vous aimez bien, est-ce que vous n'aimez pas, qu'est-ce que vous faites, etc. 20 sessions. Ils sortent la nouvelle application. Juste avant de la sortir, ils nous demandent de faire un eurotest que je vais vous montrer tout à l'heure. Je ne vais pas montrer celui de la RATP, mais un autre. Et en fait, on décrit en fonction de ce qu'on voit dans la grammaire des testeurs. On leur dit attention, ça ne va pas marcher, vous allez avoir ça comme problème, etc. Ils se disent, OK, on n'a plus le temps, ils sortent l'application. Ils se sont pris une volée de bois vert, mais comme rarement, quoi. Et pourtant, ils font de l'UX. Et pourtant, ils ont des études. Et pourtant, ils ont plein de choses. C'est juste que si on remet un autre mot sur quelque chose qui existe déjà sans en changer les fondements, là, ça ne va pas fonctionner. Et c'est les fondements, en fait, qu'on change. C'est ça qui est important à changer. OK ? Alors, donc, notre cerveau est programmé pour survivre, certainement pas pour faire du shopping. Donc, dit différemment, quand vous faites du shopping, en fait, vous survivez. Dit différemment. Pourquoi ? Qu'est-ce qui va se passer ? Quand vous choisissez un produit par rapport à un autre, il y en a un qui est donc une proie et les autres sont donc des prédateurs. Parce que votre système émotionnel fonctionne comme ça.
On va le voir tout de suite avec la dopamine. Alors, si on n'est pas Homo economicus, on est quoi? On est Homo sapiens. Et donc, back to the reality, donc revenir à la réalité. Donc, un Homo sapiens, puisqu'on voyait tout à l'heure Homo economicus avec ses caractéristiques, un Homo sapiens, c'est quoi? 97% de ce que l'utilisateur voit est flou. Ah, vous allez me dire, ah non, alors là, Marc, t'es gentil, ça fait déjà une grosse demi-heure que tu nous parles de plein de trucs sur lesquels je suis à moitié d'accord, je ne comprends pas tout à fait ou non. Non, ça, moi je vois net, partout. Ok, alors on va faire un petit exercice, ok? Vous allez lire, c'est un exercice compliqué parce qu'il va falloir que vous alliez contre votre nature, contre le système émotionnel. Vous regardez le 7 là et vous ne bougez pas votre œil du 7, d'accord? Je vais vous demander d'aller regarder autre chose dans l'écran, mais vous ne bougerez pas votre œil du 7, ok? En ne bougeant pas votre œil du 7, pouvez-vous me dire quelle est la couleur des yeux du gars à droite? Alors, non. Maintenant, bougez vers ses yeux. Alors maintenant, vous pouvez me répondre à la question. On fait la même chose. Vous ne bougez pas votre regard de ses yeux. Est-ce que vous pouvez me lire la deuxième ligne à gauche? Non, elle est floue. OK? Alors, comment ça se fait qu'on ne se rend pas compte de ça? Eh bien, tout simplement parce qu'on ne voit pas avec nos yeux, on voit avec notre cerveau. C'est le cerveau, en fait, qui recompose les informations et c'est lui qui décide d'aller chercher les informations là où il en a besoin pour une précision. 97% de ce qu'on voit est flou. Pourquoi? Parce que quand on était dans la savane, ça ne servait à rien de me dire, tiens, il y a des trucs qui bougent là, je vais donc bouger mon œil à les regarder. Quand je voyais un truc bouger, même si c'était flou, je me cassais. D'accord? Parce que c'était dangereux. Le mécanisme actuel est comme ça. Donc ça veut dire que, imaginez, quand vous devez vous imaginer quelqu'un qui arrive sur un écran, que ce soit mobile ou desktop, vous tendez votre bras comme ça, faites-le, vous allez voir, tendez votre bras. Et en fait, vous voyez net sur la surface de votre ongle. Tout le reste est flou. Essayez d'ailleurs, vous allez voir. Si vous faites comme ça sur l'écran, vous allez voir que vous voyez net sur à peu près la surface de votre ongle et tout le reste commence à devenir flou. Et quand vous bougez, vous allez voir que le net bouge avec votre œil. D'accord? Mais donc, c'est le cerveau qui va chercher. Mais il va chercher en fonction de quoi? Il va chercher des proies et il va éviter des prédateurs. Donc, il ne va pas regarder des prédateurs puisqu'il le sait si c'est un prédateur. Donc, par exemple, vous arrivez sur un écran et vous voyez une forme comme ça. Votre cerveau va se dire c'est une pub. Peu importe si le contenu est intéressant ou pas. C'est tellement désagréable d'en avoir partout et ça fait chier tout le monde qu'en fait, en gros, votre système émotionnel a appris que c'était un prédateur et va le dégager. Et qu'est-ce qui se passe en eye tracking? Puisque l'eye tracking permet de mesurer ce qu'on voit net, ce que l'on regarde, pas ce que l'on voit. Vous voyez, le vocabulaire est très important. Émotion n'est pas égale à sentiment, voir n'est pas égal à regarder. Et ça, c'est la réalité biologique d'un être humain. Donc, vos pensées sont en millisecondes. Vous avez 80% des informations qui sont basées sur les informations du système émotionnel. Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'il y a une guerre de triage entre tout ce que vous avez qui provient de vos organes sensoriels et filtré en disant « j'aime pas, j'aime bien, ça c'est pas bon, ça c'est bon ». C'est comme ça que, par exemple, vous êtes dans une salle, vous avez plein de brouhaha, et puis d'un seul coup, vous entendez votre prénom. Qu'est-ce qui se passe là? En fait, votre cerveau entend tout, mais il ne va pas amener ça à la conscience. Il va dire, OK, prédateur, 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 prédateur. Et puis, ah, Marc, ah, proie. Et à ce moment-là, votre attention va être orientée vers la proie. Mais un adhérent qui vient chercher ses remboursements, qu'est-ce que vous croyez qu'il se fait? Il se dit, OK, je viens chercher ça, ma proie c'est ça, prédateur, 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 proie. OK, j'y vais. Et donc, c'est hyper important de bien comprendre ces mécanismes-là. Donc, vous avez 70 000 pensées par jour. Même si vous êtes bavard ce soir, vous arrivez peut-être à expliquer 100 choses à votre conjoint ou à vos enfants, mais pas plus. Mais vous avez 70 000. Alors, le reste est en fait non conscient, c'est-à-dire que ce sont des activités du système émotionnel. Ça se coud un peu. Donc, les gens n'agissent pas parce que vous le voulez. Jamais. Ça, c'est we are, c'est le monde parfait. Les gens agissent forcément. D'ailleurs, c'est des consommateurs. Ah, c'est horrible. C'est horrible. Il faut changer ça. Quand on est dans le monde de l'expérience client, il faut parler client, pas consommateur. On n'est pas que des gens qui consommons. Parce que ça, oui, alors là, un Homo economicus, oui, vous lui mettez plein de trucs, et puis d'office, comme il va optimiser chaque élément, il va se dire, donc je vais prendre 4 poires, je vais prendre 2 places de cinéma, et je vais prendre ça, parce que, voilà, et l'émotionnel là-dedans, c'est un peu comme Monsieur Spock. En fait, c'est un petit peu comme si, quand on pense en dehors de ceci, c'est comme si vous voyez tous vos clients comme Monsieur Spock, quoi. Essayez d'imaginer un film avec que des Monsieur Spock dedans, et pas de Capitaine Kirk. Parce que les clients, c'est plutôt des Capitaine Kirk et pas des Monsieur Spock. Okay, donc, ils vont agir parce qu'ils ont un besoin à satisfaire et souvent, ils n'arrivent pas à l'exprimer. Je vous donne un exemple avec ça. On a travaillé sur Orange avec un projet
pour des communes. Et l'idée était absolument géniale, c'est un vote électronique dans lequel les citoyens d'une commune peuvent dire à la commune « Ah non, 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 mais moi je ne veux pas voter pour ce truc-là, je veux voter pour ce truc-là ». Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Donc, ils se disent donc il y a un besoin à satisfaire. Les gens ont dit oh, « Non, non, mais moi je ne me déplace pas parce que en fait, c'est trop loin, il faut du temps ». Donc, réaction, je vais créer une application qui permet de le faire chez moi. Ils sortent l'application, ça ne marche pas. Donc, on va analyser, on va regarder pourquoi, c'est quoi la motivation psychologique de base. Qu'est-ce qui met en mouvement une personne quand elle vote ? C'est d'exister et d'avoir un impact sur mon quotidien. Si vous n'avez pas ces deux trucs-là, personne ne vote. D'ailleurs, regardez la campagne de Macron, réécoutez tous les messages et vous verrez qu'ils sont tous axés autour de ça. C'est exister et avoir un impact sur le quotidien. Dès qu'on active ça, eh bien les gens, il ne faut pas jouer avec ça. Ça. C'est super important, on en parlera tout à l'heure de l'éthique. Mais donc, on a retravaillé complètement les écrans sur cette base-là, et aujourd'hui, c'est un succès partout. Dans les communes, ça se met. D'ailleurs, ils sont occupés à créer une spin-off avec l'application Le Vote. Et ils ne rencontrent aucune barrière pour y arriver. Mais comment est-ce que je sais les barrières ? Moi, je ne sais pas. Ça fait 20 ans que je fais ça, et je peux vous dire que je ne connais pas les barrières. Alors, j'ai une idée des barrières, mais je ne les connais pas toutes. Et donc, si je n'ai pas une technique, une méthode qui permet de pouvoir approcher ces comportements clients, je suis à côté de la plaque. Donc, alors finalement, on va voir comment est-ce qu'on construit une expérience client pour un cerveau qui est vieux de 44 000 ans. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, on a arrêté, donc les scientifiques disent qu'il y a 44 000 ans, l'ensemble des fonctions cérébrales qu'un être humain actuel a ont été déterminées. Bien sûr que ça continue à évoluer, mais il faut quand même imaginer que votre système émotionnel a plus de 2 millions d'années. Donc, ce n'est pas en 10 ans que biologiquement, on va changer. Donc, à un moment donné, d'ailleurs, il y a une rupture qui est occupée à se passer, on va en parler tout à l'heure, entre l'adaptabilité humaine et les technos. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que l'expérience client est tellement là, parce qu'il y a ce problème, on sent tous qu'il y a ce problème qui est là. Et donc, pourquoi 44 000 ans ? Vous prenez un enfant d'il y a 44 000 ans, vous le mettez dans une famille actuelle, un bébé, il peut devenir ingénieur, il n'y a aucun problème. Alors, vous allez me dire, on a quand même évolué. Alors, oui, on utilise les connexions entre les fonctions de manière différente. C'est-à-dire que les connexions entre les neurones ont été travaillées de manière différente. Il y a encore moyen de les travailler. Mais biologiquement, il n'y a pas d'évolution majeure portée depuis 44 000 ans. Donc 100% de vos utilisateurs sont des Homo sapiens. C'est sûr. À moins que les adhérents un jour deviennent des chiens ou des chats, c'est des Homo sapiens. 100% des Homo sapiens ont un cerveau. C'est un fait, autrement on ne vivrait pas. Et un cerveau, c'est quoi ? Donc, vous voyez, à partir de la gauche, vous voyez l'espèce de petite ogive bleue, là. C'est dans votre cerveau maintenant, ça. Eh bien, ça, c'est le système émotionnel. Alors, le système émotionnel a un certain nombre de fonctions, comme par exemple anticiper le plaisir. C'est lui, en fait, qui décide si je fais une action, qu'est-ce que j'anticipe que je vais avoir comme récompense. Vous allez avoir les dangers ou la peur, que j'ai activé tout à l'heure avec le serpent. La détection des zones intéressantes. Le niveau de motivation émotionnelle, quand vous avez une réunion que vous pensez être chiante, vous voyez bien que vous avez moins d'énergie que si vous allez dans une réunion, vous dites « Ah, ça va être chouette ». Mais pourquoi est-ce que vous avez ça et comment est-ce que vous avez ça ? Comment ? Parce qu'en fait, vous avez une zone, le globus pallidus, qui en fait va dire « Je mets autant d'énergie ». Et pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça ? Parce qu'il y a 300 000 ans, on ne mangeait pas tout le temps. Donc l'homéostasie, il faut savoir que le cerveau utilise énormément d'énergie, plus de 20% en fait, d'énergie de l'entièreté de votre corps. Donc c'est lui qui va gérer ça. Si c'est une réunion chiante, mais pas beaucoup d'émotions, mais pas beaucoup de motivation, ça ne sert à rien. Tu vas y aller, puis tu vas attendre que ça passe, et puis voilà. Et parfois, ça arrive, on arrive à la réunion, puis on est surpris. Mais vous allez voir que c'est beaucoup plus difficile de ramener un niveau de motivation qui était bas à haut. Donc, on a d'autres. Donc, ensuite, vous avez le deuxième schéma où vous voyez une espèce de virgule bleue, là, ce qu'on appelle le cortex singulaire. Et vous voyez qu'il est entre le système émotionnel et le cortex. Alors, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend toutes les informations des sens et il va se dire c'est tout ce qui est lié à je. Donc, qu'est-ce que je risque si je fais telle action ? Qu'est-ce que je pense qui est attractif ? Qu'est-ce que je pense que je vais faire ? Est-ce que j'ai déjà vécu ces situations-là ? Oui ou non ? Et puis, vous avez le cortex dans lequel on va avoir, là c'est plus la raison, donc dans lequel on va avoir donc, le système visuel, on va avoir la reconnaissance des contextes, des objets. Et en fait, la partie jaune que vous voyez, c'est la partie qui est la plus consciente. Tout le reste, c'est non conscient. Alors, vous imaginez la couche
la toute petite couche de conscience qu'on peut avoir par rapport à l'ensemble. Et de nouveau, ça ne veut pas dire qu'on est des êtres qui faisons n'importe quoi et dont le cerveau émotionnel contrôle n'importe quoi. Hein. On vit quand même dans des choses, on fait des choix, etc. Mais quand quelqu'un est face à un écran, le gros problème qu'on a, c'est qu'on ne sait pas prédire ses réactions. Là, je peux vous regarder. Si je vois qu'il y a la moitié qui s'endort, je me dis « Oh là, Marc, fais attention, t'es occupé à faire n'importe quoi. » Mais imaginez que j'ai pas ça et que j'ai une espèce de gros truc blanc et la moitié de la salle s'endort et je continue à faire ça. Ben, vous allez continuer à vous endormir. Donc, quand on rentre dans le digital, on n'est plus du tout dans la même chose. Quand on parle d'expérience client, on est dans de la prédiction puisqu'on est complètement aveugle au véritable fonctionnement de la personne. Alors, soit on se dit « On s'en fout » et puis on essaye et puis on verra bien. Et en gros, c'est à peu près ce qui se passe aujourd'hui. Même avec des A/B testing, parce que quand on fait un A/B testing, c'est déjà plus loin que la réalité, puisqu'elle est déjà mise en place. Alors, avec l'équipe digitale, ce qu'il y a de bien maintenant, c'est qu'on anticipe les choses. On est dans de l'anticipation. L'idée, c'est de se dire, si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Et se poser ce genre de questions. Alors, vous montrez tout à l'heure, parce que vous avez 3 personnes de mon équipe qui sont là, qui vous expliqueront un petit peu plus en détail comment on fait dans les écrans. Mais... Alors, pardon. Toutes les zones que vous voyez là, vous voyez qu'il y en a beaucoup qui ont BA devant. En fait, c'est un monsieur qui s'appelle Brodmann. Alors, on pourrait dire, ouais, non, les neurosciences, c'est un truc tout nouveau. Non, non, non. Ah, monsieur Brodmann, c'est en 1909 qu'il a créé sa première cartographie et des fonctionnalités du cerveau. Aujourd'hui, on en a 180 fonctions. Lui, on avait pas inventé, mais trouvé 52. Comme il n'y avait pas de G et d'IRM, en fait, il était dans une période, malheureusement pour nous, de notre histoire, où il y avait beaucoup de guerres, etc. Et donc, il a eu beaucoup de gens qui ont eu des crânes fracassés, des morceaux de cerveau enlevés, etc. Et donc, il observait juste comment ça fonctionnait. Donc, mais aujourd'hui, ça reste les zones fonctionnelles qui sont utilisées. Et vous voyez là, vous avez une espèce de grammaire de vos pensées. Vous allez voir tout à l'heure, on va faire des petits tests pour que vous puissiez vous en rendre compte. Et on a vu 100% en un client, 100% des clients ont un cerveau, et 100% d'une expérience, c'est quoi? C'est une représentation, j'aurais dû mettre représentation, électrochimique qui se passe dans votre cerveau. Une expérience client se passe dans le cerveau des clients. Faire une division expérience client en pensant que je peux créer un comportement dans la tête de quelqu'un, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait avec l'équipe digitale ici. On n'est pas là-dedans du tout. On est dans, OK, on sait qu'il vient chercher ça, on va avoir telle et telle donnée, on va essayer de comprendre ce qui se passe derrière. Qu'est-ce qui se passe derrière? C'est quoi? Quelles sont les zones activées, etc. Et toutes les zones que je vous ai montrées, on les mesure. Toutes, aujourd'hui. Ce n'est pas de la science-fiction, nous, on le fait. Donc, je vais vous montrer après un exemple. Alors, je vous parlais tout à l'heure de l'adaptabilité humaine. Donc, vous voyez la grosse courbe rouge là que vous voyez, donc c'est l'adaptabilité humaine, qui vont avoir 2 axes, donc la vitesse des changements opérés depuis 300 000 ans et le temps. Et les petits pointillés gris là que vous voyez là, c'est les inventions qui ont changé en fait l'histoire. Donc, par exemple, si on reprend au XXe siècle, on a eu pas mal de chercheurs, Planck, Einstein, etc., qui ont donné énormément de matière à plein de scientifiques. Et donc, d'un seul coup, cette courbe a pris un envol. Aujourd'hui, on a un nombre de technologies, mais décuplé. Donc, tous les jours, il y a quelque chose qui sort. Les écrans graphène, on peut les tirer, les plier. Ça existe. Hein. Il y a 10 ans, on le prévoyait. Aujourd'hui, ça existe. Le nombre de doctorants. Est-ce que vous savez que si on prend tous les scientifiques du monde qui ont existé, 90% vivent maintenant? 90% de l'entièreté de tous les chercheurs d'Homo sapiens, de notre espèce, vivent maintenant. Vous imaginez le siècle dans lequel on est? On a le nombre de chanteurs. Avant, c'était bien, il y avait U2 dans les années 80, il y avait, donc on avait des Jean-Jacques Goldman, etc. Là, aujourd'hui, en fait, vous en êtes tout plein. Alors, vous entendez pendant 2 semaines un, puis après, on n'entend plus. Puis, pourquoi? Mais en fait, cette accélération touche tout. Toute notre vie. Et donc, ça donne un tournis parce qu'on se dit, mais j'ai plus le temps, moi, de m'adapter. C'est pas possible, j'ai pas le temps de m'adapter. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, l'adaptabilité humaine, elle, ne va pas à cette vitesse-là. Et donc, la courbe que vous voyez là, c'est pas moi qui l'ai inventée. Donc, ça vient de recherches qui ont été effectuées par le MIT. Et donc, eux estiment qu'on a passé, en fait, la courbe d'adaptabilité. Et donc, en fait, c'est pour ça que vous avez 2 techniques qui arrivent. La première, c'est ramener l'adaptabilité humaine vers la courbe maximum en simplifiant les écrans, les interactions, l'expérience, etc. C'est pour ça qu'on parle d'expérience client. C'est pour ramener l'adaptabilité vers la courbe. Et l'intelligence artificielle fait l'inverse, c'est-à-dire qu'elle prend la courbe et la ramène vers l'humain. Que ce soit en médecine, que ce soit dans plein de choses, c'est faciliter le travail de l'être humain. Mais c'est pour ça que, quand je vous disais tout à l'heure, c'est même plus une question, c'est un métier. Et aujourd'hui, malheureusement, l'expérience utilisateur en est,
pour moi en tout cas, au même stade que la médecine au Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez autant d'écoles que de personnes, de gourous qui parlent d'un truc. Tout le monde se dit, de l'expérience client, c'est facile. Moi, je sais ce que c'est un client, je sais ce que c'est une expérience, donc je peux le faire. Mais non, parce que ça ne marche pas comme ça. Il faut apprendre, il faut comprendre en fait les mécanismes qu'il y a derrière. Bon, on fait plein de blabla, maintenant, vous avez un peu travaillé, vous. Alors, première chose que je vais vous demander, j'espère que le son fonctionne, on va voir. La première chose que je vais vous demander, c'est dans quelques secondes de fermer les yeux. Alors, il n'y a rien de passé, il n'y aura pas de serpent, rien, pas de mauvaise blague, pas d'eau, rien. C'est juste que je veux que vous puissiez fermer les yeux pour ne plus avoir votre système visuel actif en termes de prise d'information pour que les souvenirs remontent. D'accord ? Vous allez entendre un son, et puis, une fois que ce son est terminé, on va en parler. OK ? Donc, c'est très simple. Hein ? Allez-y, fermez les yeux. On y va. Ok, ouvrez tous les yeux et tous ensemble, vous avez pensé à quoi ? École, récré, la manipulation ici. Je ne vous connais absolument pas, enfin pour certains oui, très bien, mais d'autres non. C'est la première fois qu'on se rencontre et avec un stimuli, j'ai généré à 100% ou à 99% exactement la même réponse chez vous. Alors, qu'est-ce qui compte ? Le stimuli ou votre réponse ? Si je fonctionne dans We Are, je vais me dire, alors là, oui, non, il faut absolument que je crée un son pour que ça fait... Alors, je vais peut-être faire des sons qui ne vont pas du tout générer ce que je cherche. Si je me dis quel est le comportement que je veux générer, je passe de l'autre côté du miroir, je me dis quel est le comportement que je veux générer. Qu'est-ce que je pourrais bien trouver comme son qui me permette de faire à 100% ce comportement-là ? Alors, c'est très simple, c'est un stimuli simple, c'est juste pour que vous puissiez sentir la différence entre un stimuli, je design un stimuli, et je m'en fous de votre comportement, ou je m'en fous du stimuli, et ce qui compte, c'est le comportement que je vais générer chez vous. La position d'une expérience client, c'est ça. C'est qu'est-ce qui veut être généré chez vous, et une fois que c'est clairement défini, je cherche le stimuli qui va permettre de le faire. Ça, c'est ERA. We Are, c'est je pense que je devrais sortir un son comme ça va plaire aux gens. Et puis j'essaye, et je me rends compte que, merde, il n'y a que 30% des gens qui réagissent. Il faut revoir le produit, hein. Et on va penser que c'est le produit. Coca-Cola va penser que c'est son Coca-Cola. Et le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est la réaction des gens. Et comme on sait que quand on va demander aux gens, vous aimez bien ce son-là ? Ah oui, vraiment bien. Hein. Ou alors, non, celui-là n'est pas bien. Hein. Et le pire, c'est quand vous faites des focus group. Parce que là, il faut savoir que dès que vous mettez des gens ensemble, humainement, donc on a des hormones en fait qui vont travailler pour reconstituer un groupe. Et dans ce groupe, il va y avoir un alpha, il va y avoir une personne qui va se laisser faire. Et peut-être que la personne qui va se laisser faire a le meilleur avis. Mais parce qu'il y a un alpha qui est là, qu'est-ce qu'elle va faire ? En fait, elle va se laisser, elle va répondre. Et puis l'alpha, lui, va vouloir, elle va peut-être répondre des trucs qu'il ne pense pas non plus. Mais voilà, c'est pour ça qu'Apple, par exemple, ne fait plus aucun focus group, plus jamais. Ils ne font plus ça. Ça ne sert à rien de faire ça. Hein. C'est des techniques qui sont, pour moi, old school, alors qu'il y avait un intérêt, tant qu'on ne savait pas ce qu'on sait aujourd'hui. Mais comme on sait ce qu'on sait aujourd'hui, il vaut mieux peut-être changer les techniques. Donc effectivement, vous avez pensé à l'école. Alors vous vous souvenez tout à l'heure de la grammaire ? Alors qui a vu dans sa mémoire visuelle un endroit, une pièce, une cour de récréation ou autre ? Vous en avez vu ? Ok, une majorité. C'est une zone du cerveau. Donc c'est le cortex singulaire. Je me souviens que j'étais là. Est-ce que vous avez senti une émotion liée à « c'est fini, je peux sortir » hein ? Qui se dit « je peux sortir » Okay. Qui dit je peux rentrer, chouette, ça recommence. Voilà, donc il y en a peut-être un peu. Mais donc ça, ce sont des émotions qui ne sont pas au même endroit dans le cerveau. Et on va en avoir plein comme ça. L'anticipation du plaisir, les parents qui viennent rechercher, etc. Okay. Donc cette grammaire fonctionnelle, c'est complètement réactivé. Vos souvenirs sont composés de cette grammaire et c'est les souvenirs qui vous ont fait dire école. Vous n'avez pas pensé à tous vos souvenirs. Hein. C'est parce que je vous demande de post-processer ce que vous avez fait. Mais autrement, naturellement, vous avez dit c'est une école. Alors, petite piège. Pourquoi ce son-là ? Pourquoi est-ce que ce n'est pas une gare de chemin de fer au 19e ? Pourquoi une école ? Ouais, les bruits d'enfants, exactement. Mais de nouveau, je post-rationalise, vous vous êtes pas dit, tiens, il y a des enfants, tiens, ah oui, non, non, je me souviens quand j'étais enfant. Donc ça vient, ok ? Donc ça vient du système émotionnel, de vos habitudes, de vos souvenirs. Les souvenirs, c'est la mémoire émotionnelle qui les gère. D'ailleurs, pas d'émotion, pas de souvenir. Hein. Donc, souvent, ce qu'on retient, c'est ce qui est très négatif et ce qui est très positif. Il y a très peu de souvenirs, en fait, qui sont... Sauf si on répète et on répète, alors à un moment donné, le système va aussi stocker les informations.
Alors, autre exercice. Alors, pour ceux qui sont derrière, c'est peut-être un peu petit. Ce sont des chiffres qui vont de 1 complètement en haut à gauche à 117 en bas à droite. Vous allez avoir 30 secondes et je vais vous demander de retrouver les chiffres dans l'ordre chronologique. Et vous allez le plus loin possible en 30 secondes. D'accord ? Allons-y, top, c'est parti. Voilà, la moitié. Vous avez un peu de pression. Il vous reste 10 secondes. Il vous reste 5 secondes. Top, fini. Tous ensemble, vous êtes arrivés à combien? 5, 8. Alors, de nouveau, je vous demande ça, mais en fait, je m'en fous de savoir à combien vous êtes arrivés. Moi, ce que je sais, ce que je voulais générer chez vous comme comportement, c'est comment est-ce que je peux faire pour que les gens aient des pensées internes, c'est-à-dire des pensées qui sont activées par le système de la raison et qui soient l'une derrière l'autre. C'est-à-dire, ah oui, j'ai trouvé le 2, mais merde, je trouve pas le 3. Ah mais il me fout la pression avec le 15. Mais c'est complètement stupide ce test. C'est même pas les mêmes polices. C'est mis en gras, en italique, en machin, etc. OK ? Ça, je suis pas dans vos têtes, mais ma main coupée, qu'à la majorité, c'est ce qui s'est passé. Donc, de nouveau, arrêtons le test. Oublions un instant le test. Votre comportement est important. J'ai créé du chaos dans votre tête. Je vais prendre les mêmes informations, et je vais essayer de ne pas créer le chaos avec les mêmes infos. Donc imaginez un contenu que je veux communiquer à quelqu'un, et sur base d'un contenu, je crée le chaos. Alors la question que vous allez me poser, oui, mais alors, est-ce qu'il y a moyen de créer pas du chaos avec des contenus quand même ? Eh bien, on va essayer, d'accord ? Donc c'est le même exercice, vous avez nouveau 30 secondes. C'est parti. Il vous reste 15 secondes. 10 secondes. 5 secondes. Top. Vous êtes arrivé à combien ? 7. Combien ? 34. Qui est arrivé au-delà de 10 ? OK. Par rapport à votre chiffre d'avant, c'est beaucoup plus haut. D'accord ? Pourquoi ? À un moment donné, dans votre cerveau, vous avez eu le « Ah oui, ah oui ». Qu'est-ce que c'est ce « Ah oui » ? C'est quand la pression est relâchée sur la raison qui consomme le plus de sucre dans votre cerveau, et le système émotionnel reprend le relais et dit « Ah, j'ai trouvé le pattern. Arrête de penser, j'ai trouvé le pattern. » C'est bon, et vous arrêtez juste de penser. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Vous vous souvenez avec votre œil là, qui bouge ? Quand vous êtes arrivé au 7, par exemple, et que vous êtes passé au 8, vous ne vous êtes pas dit « Alors, je suis en coordonnées x1, y1, et donc je vais passer à x2, y2 qui se trouve à 10 cm sur ma droite. » Vous ne faites pas ça. Votre cerveau sait en vision périphérique où se trouvent les choses. Quand le pattern est détecté, il sait exactement où il faut aller. Le meilleur des patterns, c'est quoi ? C'est la lecture d'un bouquin. La meilleure expérience client, c'est quoi ? C'est la lecture d'un bouquin. Vous demandez à quelqu'un de lire 10 pages. Comme ils doivent tous commencer par le premier mot et terminer par le dernier, ben vous allez avoir 100% le même comportement. Comment est-ce qu'on fait sur un système digital avec plein d'objectifs différents, plein de scénarios différents, plein de proies que les gens viennent chercher pour qu'on optimise au maximum le proie vs prédateur ? Ça, c'est la question. Alors ça, c'est tous des exemples simples. Mais il y a des techniques pour aller avec des exemples beaucoup plus compliqués. Mais vous vous rendez bien compte que je peux donner exactement le même contenu avec une vue We Are ou avec une vue Era. Dans un cas, je vais avoir une majorité de gens qui vont s'en sortir. Dans l'autre cas, la majorité de gens ne vont pas s'en sortir. Et ce n'est pas du hasard. Je n'ai pas construit, je ne me suis pas mis dans vos têtes et puis essayé de vous faire entrer des choses. C'est juste des mécanismes fonctionnels qu'on connaît et qu'on peut utiliser. Alors, vous vous souvenez, vous avez vu avec votre ongle. Alors maintenant, vous allez regarder la scène là en sachant que vous bougez vos yeux, d'accord ? Et vous allez juste l'observer sans scénario. Juste comme si c'était une œuvre d'art et vous la regardez. Alors l'image va se rétrécir. Hop. Ce que vous voyez là, c'est un parcours oculaire moyen sur une centaine de personnes.
probablement, de nouveau, je ne suis pas dans vos têtes, mais vous avez dû regarder la tête du bonhomme, la tête des gens de maison, la tête de la dame, les chapeaux, les pieds du bonhomme, le fauteuil, etc. Peut-être pas dans cet ordre-là, mais pratiquement, je suis certain que vous avez au moins vu ces zones-là. Mais il n'y a personne qui va arriver dans l'espace adhérent en se disant « Ah bah tiens, je vais aller regarder, je vais passer 10 minutes à regarder l'espace adhérent ». Non, je viens avec une tâche, donc une proie. Je viens chasser, donc je viens trouver quelque chose de particulier. Alors je vais vous demander de trouver une proie à l'intérieur de ça. La proie, c'est très simple, c'est vous répondez à une question et vous allez le plus vite possible pour répondre à la question. D'accord ? D'après vous, dans quelle pièce se passe cette scène ? Vite, allez-y. Salon, séjour, ok ? Ça, c'est le parcours moyen oculaire que votre cerveau a fait pour parcourir les informations en millisecondes parce que pour savoir que c'est un séjour, donc votre cerveau sait que ce n'est pas une salle de bain, il sait que ce n'est pas un garage, il sait que ce n'est pas une cuisine. Et comment est-ce qu'il fait pour savoir ça ? Comment on fait pour savoir ça ? Simplement parce que le cerveau va se dire « Ok, je reçois l'information, ça passe dans le lobe frontal. Qu'est-ce que je dois regarder ? Regarde le mobilier. Le mobilier, c'est quoi ? Je sais que dans une pièce, en règle générale, ce n'est pas au milieu, c'est sur les éléments contraires. Dès que je vois une personne, ce n'est pas là. Donc regarde le restant. » Donc il va regarder les mobiliers, etc. Et puis il va renvoyer toutes les informations dans les souvenirs en se disant « C'est quoi ? Ça ressemble à peu près à quoi ? À peu près à quoi ? Ok, ça a l'air de ressembler à... Ok, c'est bon. Alors on va faire un autre exercice, même scène, vous allez encore plus vite, d'accord ? Vous répondez tout de suite. Pour vous, quelle est la personne la plus influente dans la scène que vous voyez là ? Allez-y. L'homme. Pardon, ça, c'est ce que votre cerveau vient de faire pour analyser les éléments. On est d'accord que c'est la même image. Oui ? Elle n'a pas changé. On est d'accord qu'en fonction de la proie que je cherche, le cerveau va aller prendre des informations qui ne sont pas les mêmes entre une information, si c'est pour, imaginons que je viens chercher mon remboursement ou je viens prendre une information sur quelque chose. Je ne vais pas regarder la même chose. Donc imaginez une technique, si je suis dans We Are, qu'est-ce que je fais ? Je crée une scène comme ça et puis je me dis, je vais voir ce que les gens font. On va voir. Quand on est dans ERA, qu'est-ce qu'on fait ? On se dit, ok, qu'est-ce que les gens viennent chercher comme proie ? Qu'est-ce que je peux construire comme image ? Quelle priorité je mets dans l'image ? Est-ce que c'est la proie numéro 3 ou la proie numéro 2 qui est prioritaire ? Ah non, c'est la 3. Ok, alors je vais construire l'image pour qu'après, lorsque vous allez arriver dessus, je suis sûr à 80% que vous allez aller regarder exactement ce que j'ai mis dans la scène. Ça, c'est de l'expérience client. Alors, dernier petit exercice. Spontanément, de quoi cet homme a besoin ? En regardant la scène comme ça. D'un livre, d'un escabeau. Quoi d'autre ? Un livre, escabeau, échelle, voilà, ok. Imaginez que je design ça en me disant le type a besoin d'un escabeau ou d'un bouquin. Donc, il suffit que je lui donne un bouquin, il va être content. Donc, si je lui donne, je sais pas moi, Mary Poppins à la plage, il va être content puisqu'il cherche un bouquin. Ah non, vous allez me dire, ah non, c'est pas ce bouquin-là qu'il cherche. Ok, mais donc son besoin n'est pas un bouquin. Son besoin n'est pas une escabelle. Imaginez que le type est en Master 2 et en fait, pour son travail, il a besoin d'avoir un bouquin pour finaliser sur la géopolitique en Russie au 19e. Et vous arrivez et vous avez un bibliothécaire devant vous qui dit voilà l'escabelle, s'il vous plaît. Et tout content parce qu'il forcément, lui, il se dit moi j'ai designé l'escabelle, elle est magnifique, c'est exactement ce qu'il a besoin. Sauf que, en fait, lui, c'est pas ça qu'il cherche. Donc son besoin n'est pas du tout dans l'objet. Alors pourquoi est-ce que je vous montre ça ? Tous les exemples que je vous ai montrés là, ce sont des choses qui m'ont marqué personnellement et qui ont vraiment changé ma manière de voir les choses. Les gens n'ont pas besoin d'un objet. Le cerveau n'a pas besoin d'un objet. L'objet est le moyen de répondre à un besoin. Donc, si je design un objet, je suis à côté de la plaque. Si je design le comportement pour que ce monsieur-là trouve son bouquin, c'est complètement différent. Vous voyez Donc, c'est passer de l'autre côté du miroir. Alors, l'idée, c'est justement changer de paradigme. L'idée, ce n'est pas de partir avec des techniques qui sont classiques et qu'on connaît parfaitement bien. Il faut absolument changer de paradigme, passer de l'autre côté du miroir. Toujours penser comportement, parce que vous allez devoir aller contre vous. Le plus facile, c'est de penser objet. Alors, souvent dans une organisation, ce qu'on voit, c'est que quand une expérience client se met en place, les gens pensent que l'expérience, en fait, c'est ça, c'est de délivrer. C'est la partie delivery, donc produire. Et effectivement, dans une organisation, c'est ce qui coûte le plus cher. Hein. Quand il faut mettre des gens à réfléchir, quand il faut mettre de l'IT en place. Tu me laisses combien de temps ?
Non, 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 pas de problème. Non, mais c'est parce que comme tu me dis comme ça, je ne sais pas combien je peux encore prendre. Voilà, voilà, que je vais accélérer alors. OK. Donc, souvent, ça, c'est la manière dont une organisation, en fait, voit les choses. D'accord ? Le vrai problème, c'est que l'expérience client, elle n'est pas du tout dans l'organisation. On ne sait pas la créer. C'est impossible. Ce qu'on peut, c'est se dire, à la place de... Regardez, si je reviens ici et que je mets un miroir là, eh ben, je vais me voir dedans. Hein. Donc, je vais voir la vision, je vais voir les trucs et je vais me dire, ah non, là, je suis occupé à faire l'expérience client. Là, l'idée, c'est quoi l'expérience anticipée d'une personne ? Comment est-ce qu'elle réagit ? Et c'est là qu'est la clé, hein, c'est dans l'expérience anticipée. C'est quoi sa motivation psychologique de base ? C'est quoi ses souvenirs ? C'est quoi ses habitudes ? Tous ces éléments-là sont fondamentaux avant de créer une expérience qui va être vécue par la personne. Autrement, ça ne sert à rien. Et l'expérience client, c'est quoi ? C'est la différence entre ce que j'anticipais et ce que je vis. On travaille pour une marque de luxe, une des 2 plus grosses au monde. Imaginez l'expérience anticipée des clientes de cette marque de luxe-là. Le moins, elle est très très haute. Leurs designers sont vraiment des types mais extra. Ils ont des moyens mais énormes. Le moindre truc qui ne va pas, c'est considéré comme négatif par les gens. Alors qu'on a travaillé pour une banque dans laquelle on a créé un système de login, dans lequel on a eu des meilleurs résultats en termes de valeur d'expérience que sur cette marque de luxe. Donc ce n'est pas absolu, c'est relatif. Donc tous ces éléments-là sont aussi importants à bien comprendre. Alors je vais essayer de vous montrer, juste exemple là, comme ça on termine avec ça. Donc vous avez Voyage SNCF, vous êtes projeté dans la cellule digitale, vous avez une agence qui vous a créé les deux. Comme vous vous dites l'émotionnel, en gros, je vais demander à quelqu'un de me faire la peinture. Vous avez A et B, laquelle est-ce que vous choisissez ? Ok, qui dit B ? Juste lever la main. La majorité, moi aussi j'ai dit B. D'ailleurs, quand Béatrice Grenade nous a appelés, j'ai dit écoutez, je ne sais pas ce que je peux faire pour vous. Alors elle me dit écoutez, je me suis mal à l'aise parce qu'on est quand même le plus gros site européen de e-commerce et en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas. Un autre exemple, donc le boss de vente privée, un jour il nous a appelé, il me dit voilà écoutez, voilà les résultats qu'on a, puis je vois les chiffres, je me dis mais comment voulez-vous que je vous aide ? Elle me dit écoutez, le problème c'est pas les chiffres, le problème c'est qu'on ne sait pas pourquoi on a ces chiffres. Donc demain, si on change quelque chose, on est incapable de dire si ça va fonctionner ou pas. Et effectivement, ils avaient lancé une campagne mail. En une semaine, ils avaient 50% de drop-off, donc de sortie, par rapport à un enregistrement de clients la semaine avant. 50%. Hein. Or, c'est quand même des types qui ont des équipes, je peux vous dire que c'est le business, quoi. Ils n'ont pas des agences, ils n'ont pas tout ça. Hein. Alors, la B. Pourquoi la B ? Donnez-moi juste quelques termes. Réservation en premier. Moins chargé. Bon, plus simple. Alors, ce que je suis occupé à faire là, c'est vous emmener dans un piège classique. Vous êtes 20 dans une réunion, il faut choisir. Évidemment que tout le monde va donner un avis post-émotionnel, non irrationnel. Moi aussi, je me dis là, bah, ça a l'air plus simple, etc. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer ça avec différentes techniques biométriques. Et vous retrouvez à gauche toutes les zones que je vous ai montrées tout à l'heure. Et vous avez la colonne de gauche, c'est l'écran A. La colonne de droite, c'est l'écran B. Et vous voyez dans le bas, 138 par rapport à 152. Donc, ce que vous avez vu, et qui, je ne vais pas bouger les slides, hein, c'est que vous avez trouvé que la maquette B est plus attractive visuellement. Vous avez trouvé qu'elle est beaucoup plus simple sémantiquement. Vous avez trouvé qu'elle vous incite à plus facilement à changer de comportement. Vous avez des raisonnements complexes qui sont diminués par 7. Vous avez une perception de valeur récompensante multipliée par 10 et vous avez une perception des risques avant l'action divisée par 8. Je n'ai pas changé les slides. C'est juste pour vous montrer qu'on peut prédire sur base de 16 personnes comment une majorité de gens vont fonctionner. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas dans de l'individualité. On n'a pas besoin de demander à 300 personnes. 16 personnes, c'est exactement les mêmes zones cérébrales. Si on a des hypothèses claires, on peut aller mesurer sans aucun problème. Et ce que vous n'avez pas vu, et moi non plus, c'est que les gens réels, parce que nous, on n'est pas des clients, enfin peut-être que vous, mais moi en tout cas, je suis pas, enfin si je suis un client régulier, mais je ne suis pas un client, en tout cas représentatif des clients de la SNCF. Mais en tout cas, ce que vous voyez, c'est que la détection des zones intéressantes a divisé par 3 et le niveau de motivation émotionnelle divisé par 10. Pourquoi ? Parce que l'écran A, il est moche comme tout, mais ça fait 5 ans que j'utilise. Vous m'avez donné un truc de merde, je dois l'utiliser. Ça fonctionne. Et vous me changez tous mes points de repère. Moi, je m'en fous de votre écran. Ce qui m'intéresse, c'est ma proie, c'est d'avoir mon billet de train. C'est le seul truc que je veux. Et vous me changez mon écran ? La RATP vient de faire la même chose. Ah ouais, non, c'est mieux si on fait ça, si on fait ça. Je leur dis, mais attendez, là, vous allez au clash, quoi. Vous sortez les gens des habitudes. Or, qu'est-ce qui se passe ? On est dans un monde en sursollicitation. Donc, on fonctionne de plus en plus avec notre système émotionnel, les habitudes, etc.
Regardez Amazon, vous avez vu des trucs qui changent? Tous les jours, il y a des trucs qui changent sur Amazon. Mais vous ne le voyez pas. Sur Google, tous les jours, il y a des trucs qui changent, mais vous ne les voyez pas. Ils font attention à ça, parce qu'ils savent que les habitudes sont importantes. Bref, il y avait 10% d'efficacité en moins par rapport à la maquette A. Je peux vous dire tout de suite que... Alors, j'ai oublié de vous montrer un chiffre intéressant aussi, qui a fait bondir les gens. La gratification de soi en lien avec la marque. Donc, on a une zone dans laquelle on peut voir si je me retrouve dans la marque que j'ai face à moi ou pas, divisé par 2. Et les gens verbalisaient, ah tiens, c'est un nouveau site de voyage ou ah non, c'est le nouveau site SNCF. Ah ok. Alors, comment est-ce qu'on conçoit les écrans? Ça, c'est la maquette finale. Après, je vous passe tous les travaux qu'on a fait, mais c'est ça. Alors, vous allez retrouver des éléments de la baie dedans. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Comme on connaît tous les bloquants, on connaît les barrières, on va les enlever. Mais de manière chirurgicale, on va ajouter les choses qu'il faut, on va enlever les choses qu'il faut, et ça donne ceci. Et donc, du coup, on a eu 36% d'efficacité en plus par rapport à la maquette A. Ça aussi, c'est un point en expérience client, tout le temps mesuré. C'est pour ça que quand vous voyez le baromètre digital qu'il y a aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'est mis en place? Tout simplement parce que c'est nécessaire pour piloter avec un mur devant soi. C'est important de savoir où je vais. Il faut des radars en dessous, autrement, je me retrouve vite face à des murs. Okay? Et donc, ce qu'on fait avec l'équipe digitale, avec votre équipe digitale, c'est en gros, la première chose qu'on fait systématiquement, parce qu'il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de choses à faire, ça va très vite, et donc c'est important d'avoir en toute première une analyse comportementale. Systématiquement, quand on nous envoie quelque chose où on travaille ensemble, l'idée c'est on stoppe, on se dit ok, à quoi ça va servir, où est-ce que ça va se mettre. Par exemple, là on a fait un comparateur pour l'instant, ça fait des mois qu'on est occupé à travailler ensemble dessus. Pourquoi? Ce serait facile de se dire ok, je mets ça comme ça, puis je fais ça comme ça, puis je fais ça comme ça, puis on sort. Ah mais non, il y a des réalités. Il y a des réalités juridiques. Okay. Alors, il faut les mettre dedans, mais on ne va pas les mettre dedans de la manière dont le juridique nous le demande. Parce qu'autrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va diminuer les personnes qui vont faire les résultats. Donc, il faut que ce soit dedans, mais en même temps que ce ne soit pas considéré comme un prédateur. Vous vous souvenez avec les chiffres? On peut très bien mettre un même contenu pour que ce soit moins perçu. Il y a des objectifs de marketing, de communication, mais comment est-ce qu'on met ça à l'intérieur de ça sans dire non? Donc, c'est compliqué. Et donc, une fois qu'on a toute cette analyse sur qu'est-ce que la personne vient chercher, comment est-ce qu'elle le fait, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, c'est quoi ses priorités, etc. Eh bien, on va faire une architecture, c'est-à-dire on va surtout ne pas rentrer dans les écrans tout de suite, on va faire des petits timbres postes qu'on va mettre les uns à côté des autres et on va discuter autour de ça en se disant, est-ce que techniquement, si on fait ça, ça va, il n'y a pas de contrainte là, ok. Parce que c'est bien de faire de l'expérience, mais si ça sort complètement de la réalité opérationnelle, l'idée c'est comment est-ce que je fais pour optimiser mes parcours. Une fois que c'est fait, on fait les écrans et on teste. Et les tests nous donnent une boucle de feedback dans laquelle on se dit « Ah, mais merde, on n'avait pas vu ça. » Ah, bah, on corrige. Et puis, c'est comme ça qu'on arrive à avoir des résultats derrière. Alors là, je vous montre un exemple que vous pourrez tester là à côté sur de l'électroencéphalogramme. Donc, ce que vous voyez à gauche, c'est un crâne. Donc, vous voyez Maud là-bas en haut, qui est là-bas aussi avec Alice et Max, qui vous expliqueront tout à l'heure. Et vous allez voir live sur le site de l'Occitane des activations cérébrales. Donc, à chacune de ces zones, vous avez en fait une correspondance. Alors, je sais pas, non, ils vont évidemment pas le voir. Vous voyez, il y a un FZ là au milieu. Ça, c'est la zone dans laquelle, quand ça s'active, les gens ont un doute. Ils disent, oups, je suis pas certain. Complètement à gauche, vous avez un F8. F8, c'est le lien entre le cerveau émotionnel de j'anticipe la récompense et la réalité de ce que je suis occupé à vivre, et c'est l'équation entre les deux. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais avoir ma proie ou pas? Vous allez avoir, par exemple, le FP2, FP1, c'est des activités cérébrales de haut niveau. La F4, ça va être des émotions négatives. La F3, ça va être des émotions positives. Vous avez déjà là 30 zones qui sont activées. Alors, vous allez voir à vitesse réelle ce qui se passe dans un cerveau. Je défie n'importe quelle personne, dans un test quali-quanti classique, de dire à quelqu'un ce qui est occupé à se passer à sa tête à cette vitesse-là. Regardez. On a à gauche, vous voyez ce qu'elle est occupée à regarder, à droite, pardon, et à gauche, vous allez avoir, voilà, le CZ vient de s'activer, elle a envie de cliquer en fait sur le bouton nouveau. Vous voyez, elle vient de fermer les éléments, tout ça c'est prédictible 2-3 secondes à l'avance. Et vous voyez en fait la grammaire qui est occupée à s'opérer là. Alors ça c'est qu'une partie de ce qu'on fait. Et c'est juste pour vous montrer la réalité de ce qui se passe réellement dans la tête de quelqu'un. Et c'est la même chose dans la vôtre. Donc quand vous pensez à une solution pour un client, et que vous êtes occupé à réfléchir, vous allez aussi utiliser vos souvenirs, etc. Et s'ils ne sont pas justes. Et moi, je peux juste vous dire que nous, on se trompe tout le temps. Et comme on se trompe moins, c'est parce qu'on a une méthode. Et c'est la méthode qu'on utilise ensemble avec les digitales, c'est de réduire les risques, enlever les risques. En fait, c'est comme les actuaires, mais du digital. Je vais dire ça comme ça. Voilà. Désolé, j'ai 18 minutes de trop.
comme d'habitude, qui nous a, je pense, transmis sa passion. Donc, pareil, les neurotests que vous avez vus, on les a utilisés quand on a refondu ce qu'on appelle la boutique en ligne, par exemple, puisqu'on avait des enjeux commerciaux et on avait vraiment besoin d'aller au-delà du verbal. Donc là, maintenant, je vous invite, c'est assez exceptionnel, hein, merci vraiment Marc, puisque Marc n'habite pas à Montparnasse, donc merci aussi à ton équipe, à découvrir l'eye tracking des neurotests. Et puis tout ce qu'on utilise au quotidien en digital, sur l'analytique, voilà. Donc c'est juste à côté. Merci à vous. J'interviens sur